Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez connu les marchés du film, mais aussi un autre où le cinéma est obligatoire si on veut assurer les ventes. Vous êtes aussi devenu une juge pas comme les autres, puisque le verdict est venu du public. Bonjour Florence Pernel. Bonjour Jacques. C'est vrai qu'on vous connaît à travers le théâtre, à travers la télévision, avec la femme juge que vous avez été. Le juge est une femme. Le juge est une femme. Vous avez été au théâtre ces derniers temps. Il y a un nouveau téléfilm qui va sortir à la rentrée. Donc il y a plein de sujets à traiter avec vous. Mais le principe, c'est aussi d'évoquer votre parcours, qui est un parcours assez étonnant à travers des dates clés. Et la première date que j'ai trouvée, Florence Pernel, ça vous rappellera des souvenirs, c'est le 3 avril 73, votre première télé. Tu n'as pas vu un âne gris, Vanina? Non, père. Plein soleil, une enfance corse. Bien père. C'est mignon. Et vous avez 10 ans et vous vous retrouvez mais par hasard sur ce tournage. Racontez-moi. En fait, je vivais à Marseille avec ma mère et elle faisait de temps à autre des petits rôles, des figurations, etc. dans les films. Et là, elle avait été conviée pour faire une nonne, elle qui était si belle, qui est toujours si belle, pardon maman. Mais voilà, et elle avait été conviée pour faire une nonne, puisque c'était en fait l'enfance de Marie Susini, qui était une écrivaine corse, et c'était son enfance, ça s'appelait Plein Soleil. Alors ça n'a rien à voir avec le Plein Soleil du cinéma qui est antérieur. Et je traversais un moment compliqué dans mon histoire familiale, et donc elle m'a dit mais viens avec moi, ça te changera les idées. Et puis il se trouve que c'est l'année aussi où on a déménagé de Marseille à Paris. Donc Paris, on n'était pas encore installé vraiment, il était prévu que j'aille au pensionnat, donc voilà, même si ça... Et en fait à l'origine je devais juste faire de la figuration, et quand je suis arrivée à l'hôtel à Vico, il y a une dame qui a fondu sur moi en me disant mais tu es qui toi? Et j'ai dit mais je suis la fille de la dame qui est là. Et en fait, c'était Marie Susini qui est tombée en amour, mais vraiment en amour de la petite fille que j'étais. Alors, est-ce que c'est parce que je lui ressemblais, petite fille? Je sais pas, j'ai jamais su, mais j'étais blonde comme les blés. Et donc, elle a fait des pieds et des mains pour que je fasse le rôle principal. Mes parents ont accepté, et il a fallu me couper les cheveux au carré et me les teindre à plusieurs reprises en noir corbeau, parce qu'elle était noire corbeau, Marie Susini, enfant. Et j'ai donc fait ce film. Et pour la petite anecdote, l'acteur qui jouait mon père, c'était Vania Villers, qui à l'époque était un très bel homme, un acteur qu'on voyait souvent au théâtre, etc. Et ce Vania Villers n'est autre que le père de Vincent Winter-Alter, à qui j'ai fait appel des années après, des décennies après, pour faire mon alter ego dans les crimes à Aigues-Mortes, crimes dans les Alpiers, etc. Et autre petite jolie boucle, c'est que la compagne de Vincent n'est autre que Marie Bunel, qui a joué ma sœur dans le premier film de Jean-Pierre Améris. Et quand il a fallu me remplacer pour la petite boutique au coin de la rue, comme ils ne trouvaient pas, je leur ai dit mais pensez à Marie Bunel parce qu'on se ressemble. Et voilà, c'est pour ça que Marie a repris le... C'est drôle. C'est vrai. C'est plusieurs boucles dans une boucle, quoi, la vie. Ça prouve que le spectacle est une petite famille. C'est une petite famille, oui. Et pour votre gouverne personnelle, Marie Susini a vécu avec Jean Daniel, le fondateur. Oui, ça je savais, du fondateur de Vox. Il y a quelqu'un qui était très amoureux d'elle, c'était Albert Camus. Et si Albert Camus avait vécu, elle aurait sans doute vécu avec lui. Mais non. Oui. Ah, alors ça, vous me l'apprenez. Voilà. En plus, je suis une fan d'Albert Camus. Avec d'Albert Camus, je ne savais pas du tout qu'il était fou amoureux d'elle. Alors effectivement, la petite Vanina, elle est nourrie de légendes dans ce téléfilm. Ouais. Elle entre au couvent et elle décide de sauver une amie. Elle écrit à Saint-Pierre, c'est quand même un sujet extraordinaire. Oui, c'était mignon. Ouais. Alors les plateaux de télé, vous les avez connus parce que je crois que vous avez été enfant très vite sur des photos. Bah pareil, c'est ma maman quoi ma mère était mannequin. Oui. Donc en fait, elle était mannequin cabine et défilé. Donc quand j'étais toute petite, elle m'emmenait dans mon couffin, et puis je crois qu'un jour il y a un photographe qui lui a dit mais tu veux pas faire la pub avec ta môme, je crois que c'était au début, c'était pour les radiateurs Calor. Oui. Voilà, et donc j'ai fait quelques pubs comme ça toute bébé, et j'ai recommencé en fait
j'ai fait un peu de photos à Marseille, si je me souviens bien, mais toujours par des copinages de maman. Et après, quand je suis arrivée à Paris, à la suite de ce film, j'avais passé des essais pour un film que devait faire Serge Gainsbourg qui s'appelait La Pyromane. Oui. J'avais décroché les essais, mais mon beau-père, mes parents à l'époque, n'ont pas voulu que je le fasse. Et il me semble que ce film ne s'est jamais fait en fait. Et là, il y a eu j'ai fait un peu de photos, mais il y a eu un arrêt parce que de Paris, on est reparti dans le sud. Et c'est vraiment quand on est revenu, quand j'avais 14-15 ans, à Paris, que là, j'ai décidé de nouveau d'être mannequin junior, mais c'était surtout pour avoir des sous. Oui. Mais enfin, C'était un pur esprit d'indépendant. J'avais compris que le nerf de la guerre, c'était l'argent et que donc, si j'en voulais, il fallait que je me bouge. Et voilà. Et j'avais ces connexions-là. Je suis rentrée chez Lucky Môme. Et à partir de là, oui, j'ai beaucoup travaillé. Ouais. oui, je crois qu'il y a eu le catalogue des 3 Suisses, il y a eu les Danone. Ah, il y a eu Danone, les 3 Suisses, La Redoute. J'ai fait des très belles pubs avec Paolo Roversi pour les Galeries Lafayette. J'ai eu la chance aussi de travailler avec Peter Lindbergh. C'était pourquoi ça, je ne me souviens plus. Après, j'ai travaillé pour son assistant, André Rowe, qui faisait tous les catalogues de Mädchen. OK Magazine. Oui. J'étais une égérie OK Magazine. Qui était le successeur de Salut les copains. Oui, absolument. OK Magazine. 20 ans. Oui. Jacinthe. Santidée, Oui, je m'en tout. souviens. Ah oui, non, je travaillais énormément. En fait, je travaillais beaucoup. J'étais très demandée. J'avais des grosses joues et j'avais deux trous, des fossettes, En fait, j'avais des fossettes dans les joues. Et puis il y a quelqu'un un jour qui vous a repéré, un réalisateur qui s'appelait Louis Gros-Pierre. Ouais, ça s'est pas passé exactement comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, Louis Gros-Pierre, c'est pas lui qui m'a repéré, c'est son assistant. Mais en fait, il m'a repéré dans l'agence de Catherine Harlé à l'époque. Parce qu'en fait, il cherchait son héroïne pour mettre en série le livre de Barjavel qui s'appelait Tarandole et qui était une espèce de Tristan et Iseut qui se passe pendant la guerre. C'était le jeune homme, c'était Jacques Penaud qui commençait, qui était une bombe à l'époque. Qui était photographe pour Voile et Voilier à l'époque. Ah bon, d'accord. Alors ça, je ne le savais pas, vous me l'apprenez. Mais enfin, c'était vraiment le jeune homme qui montait. Il était beau comme un dieu, gentil comme tout. Et en fait, ils n'avaient pas trouvé leur héroïne. Ils avaient fait les cours de théâtre, etc. Et en désespoir de cause, ils étaient allés dans une agence de mannequins, ils étaient tombés sur moi et ils m'avaient demandé de passer des essais. Alors ça, c'était assez rocambolesque parce que le soir où ils me font passer des essais, je partais faire du babysitting en Écosse, je me souviens. Et donc, j'ai passé les essais. Le lendemain matin, je prends l'avion, j'arrive à Édimbourg. Dans l'avion, je lis le livre. Et j'arrive à Édimbourg en me disant, mais c'est horrible, qu'est-ce que je fais là? J'arrive dans ma famille. Il y avait 3 gosses à garder. Je me suis dit, mais je vais me pendre. Et en fait, 1 heure après, l'assistant m'a appelé et m'a dit, Marie. Alors là, j'ai compris que c'était moi. Et je suis repartie le jour même. C'était un truc de fou. Et j'ai eu cette chance de faire mon premier joli rôle, quoi. Ça s'appelait Tarandole. Tarandole, qui est en 3 parties à la télévision. Et au départ, juste après la guerre, Julien Duvivier avait acheté les droits pour en faire un film. Très bien. Il n'a jamais fait le film. Ah, très bien, C'est d'accord. Julien Duvivier qui a fait Pépé le Moco, Le temps des assassins. D'accord, oui, je savais pas. Alors, finalement, vous avez fait beaucoup de choses parce que dans la foulée, vous avez fait d'autres rôles. Il y a eu Le voleur d'enfants. Oui, qui était... c'était de Supervielle, d'après le livre de Supervielle, Jules Supervielle, et c'était François Le Leterrier. Terrier. Et alors, attendez, Le voleur d'enfants, c'est quand même une pierre dans mon jardin parce que c'est mon premier baiser sérieux et c'est avec Samy Frey. C'est pas mal C'est quand quand même extraordinaire, quoi. Un des plus bels hommes de France. Et en fait, ça a été un véritable succès, ce téléfilm. Jules Supervielle, on a un peu oublié, ça a été un grand poète, le prince des poètes. Et je crois que cette histoire, Le voleur d'enfants, il y a eu ensuite, il y avait un colonel qui volait des enfants. Oui, c'est ça, c'était Samy Frey. Voilà. C'est Samy Frey, il volait des enfants et il tombe amoureux de cette jeune femme, enfin de cette jeune fille qui l'enlève.
et qu'il enlève, enfin il l'enlève pas vraiment, mais il l'a soustrait à un père alcoolique qui était joué par Jean Bouise, merveilleux Jean Bouise. Et puis il y a eu aussi un film de Jules Jacquin, Girls, où vous faites une apparition. Oui, alors ça c'est vraiment... mais toute petite, vous êtes au générique, il n'y a même pas votre personnage. Si, il y est. C'est moi qui explique à une des 4 protagonistes. Je me souviens plus, c'était pas Zoé Chevaux. C'était Anne Parillo. Non, c'est pas Anne Parillo. Il y avait une 4e qui était... une 3e qui était canadienne. Et je lui ai expliqué un truc épouvantable, comment perdre un bébé en sautant sur place. Voilà, c'était très... C'était Jules Jacquin en même temps. Oui, mais enfin bon, pour moi, ça représentait rien, Jules Jacquin à l'époque. En revanche, Allons enfants d'Yves Boisset, ça c'était super, différent. Ouais. Oui, ça c'était magnifique. Ouais. D'abord parce que Yves Boisset, je trouve que il avait un charisme fou. Et je jouais avec, rappelez-moi le nom de ce... Lucas Bellevaux. Lucas Bellevaux, qui est devenu réalisateur et qui était... intense, quoi. Il était très surprenant, d'intensité. C'est pareil, c'était un tout petit truc, mais j'avais bien aimé. Oui, oui, vous étiez zézette, et il faut savoir, Lucas Bellevaux est devenu écrivain. Oui. Il a publié son premier livre, Les Tourmentes, il y a aussi quelques mois, et il a remporté le prix Régine de Forges 202023. Pas mal. Voilà, donc c'est un bon début. Et il est réalisateur aussi. Il est réalisateur de films. Ouais. Il a sorti Rapt, inspiré de l'affaire Rampin, et beaucoup d'autres films. Et je crois qu'il vit en Belgique aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et ben, c'est un beau début de carrière, mais il y a eu d'autres choses, et on va l'évoquer à travers une autre date importante pour vous, le 8 septembre 1993. À tout de suite sur Sud Radio avec Florence Pernel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Florence Pernel. On a parlé de vos débuts comme mannequin junior. On parlera tout à l'heure de votre actualité au théâtre et à la télévision avec un nouveau téléfilm pour les débuts de l'année. Mais là, je parle du 8 septembre 1993. C'est un film qui sort, qui s'appelle 3 couleurs bleues. Ah oui, oh là là, magique. C'est un film de Christophe Kielowski. Et vous obtenez le second rôle. Et je crois que quand vous l'annoncez, vous avez bondi de joie. Oui, j'étais sur le film de Jean-Pierre Améris, son premier film qui s'appelait Le bateau de mariage. J'avais fait un aller-retour à Paris parce que j'avais été sélectionnée pour passer des essais. Puis à l'époque, c'était des sacrés essais. C'était Margot Capelier qui nous faisait passer les essais avec sa voix comme ça. Elle était très drôle. C'était ici d'ailleurs, c'était à Boulogne. Les studios existaient encore. Et ils étaient partis d'une fourchette très large, quoi. Je crois qu'il avait vu 50 personnes. Alors, c'était très impressionnant parce que lui ne parlait pas français, il parlait anglais et polonais. Et donc à côté de lui, il y avait son traducteur. Et donc il fallait jongler entre les deux. Ils étaient comme 2 frères siamois. Et donc, ils vous expliquaient un peu la scène. Et puis, c'était Margot qui vous donnait la réplique quand même. Oui. Et Margot, c'était je crois que tu m'as dit que je t'aimais. Oui, bien sûr. C'était improbable. Mais à la suite de ça, il avait fait une sélection. Nous étions 6. Et là, il a fait des essais filmés avec une jeune comédienne qui jouait le rôle de Juliette Binoche. Et puis, ça a été très long, en fait, l'attente. Je crois qu'il y a bien eu 2 semaines d'attente, voilà. Et moi, je tournais pendant ce temps-là. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu le coup de fil. Et c'est vrai que sur le plateau de Jean-Pierre Améry, j'ai fait un bond de 3 mètres d'eau parce que moi, j'adorais Kieslowski. Puis, bon, comme vous savez, j'ai interrompu pendant 7 ans ce métier. On va en parler, justement. J'étais complètement sortie des rails. Le fait en fait, je dirais quelque part que Kieslowski, il m'a légitimé, c'est-à-dire que le fait que cet homme que j'admirais tant, qui avait fait des films extraordinaires, Le Décalogue, Tu ne tueras point, etc., La double vie de Véronique et tout ça, je me disais, le fait d'être choisi par lui, ça veut dire quelque chose. Et il m'a en fait confirmé dans mon désir. Et à partir de là, je me suis remise à travailler les bases de la comédienne. Parce qu'en fait, j'y croyais pas du tout à mon retour. Je trouvais que j'étais une imposture, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Ils vont se rendre compte que je suis nulle, que je suis... Et en fait, vraiment, le fait d'avoir passé ces essais et d'avoir été prise. Et puis de jouer à côté de Juliette Binoche. C'est pareil, moi, Juliette Binoche,
Binoche, c'est toujours d'ailleurs, mais c'était vraiment c'était une égérie. J'avais jamais vu une comédienne aussi extraordinaire, de naturel, d'émotion, de vivacité, de beauté. Enfin bon, c'était tout pour moi. Donc c'était plus qu'un modèle. Et d'être en face d'elle, la simplicité de cette femme, la générosité, vous aviez l'impression d'être sa sœur, quoi. Et vous savez qu'elle a refusé le film Jurassic Park de Spielberg Il a bien fait. pour jouer dans ce film. Juliette, oui, ça Juliette. je sais, Ouais. je suis au courant. Ouais. Alors, trois couleurs, bleu, blanc, rouge, c'était le symbole de la liberté, l'égalité et la fraternité. Il y a eu 3 films. Une partie s'est tournée en Pologne, je crois d'ailleurs. C'est Blanc qui est tourné en Pologne. Voilà. Ouais. Blanc, vous avez joué aussi. Non, en fait, oui, j'ai joué, mais si vous voulez, c'est les films qui s'interfèrent. La fin d'un film vient dans le début d'un autre, etc. Donc c'est pour ça que si vous voulez, la fin de Bleu, le personnage de Blanc est au procès de Bleu, voyez, mais donc on peut pas dire, j'ai vraiment joué dans Bleu, puisque là je suis la maîtresse du mari de Juliette Binoche, qui décède au début du film, et elle-même, la maîtresse Sandrine, est enceinte du mari. Et la femme du chef d'orchestre, donc Juliette Binoche, va tout léguer à l'enfant qui vient. C'est très beau. Et Bleu a obtenu le Lion d'Or de la Mostra de Venise, et Blanc le prix de la mise en scène à Berlin. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, les films ont été restaurés pour célébrer leurs 30 ans. Oui, absolument. Alors, vous dites que vous avez abandonné pendant 7 ans. C'est-à-dire pendant 7 ans, d'abord, vous êtes parti sac au dos, visiter des pays comme le Guatemala, je crois. Non, je suis d'abord partie... En fait, j'ai d'abord arrêté net... parce que moi-même, personnellement, à 19 ans, je n'allais pas bien. Et donc, comme je suis assez radicale dans mes choix, je me suis dit, si je ne vais pas bien, c'est que la base de ma vie ne va pas bien. Donc j'ai coupé net, carrément, après que les gros salaires lèvent le doigt. J'ai d'ailleurs été nommée au César, je ne le savais pas. Je devais faire le film de Claude Miller qui s'appelait Mortelle Randonnée, où j'étais la jeune femme qui braquait Adjani. J'ai tout refusé. Enfin, j'ai disparu, en fait. Voilà, j'ai disparu. Pour m'en sortir, j'ai disparu. Et en fait, j'ai voulu me débarrasser de tout ce qui avait été ma vie avant. Et du coup, je suis allée tout vendre sur le cercle de Montreuil, qui à l'époque, on appelait ça le cercle des voleurs. Et c'était un endroit où vous pouviez déballer à la sauvette. Et je connaissais cet endroit parce que j'ai toujours aimé, je sais pas pourquoi, la brocante, les choses anciennes et tout ça. Et donc un jour, je suis arrivée avec toutes mes affaires là, et j'ai commencé à vendre, et je me suis piquée au jeu. Et je n'étais pas seule dans cette démarche, j'étais avec des gens qui étaient dans le même état d'esprit que moi. Et donc au début, on était 4, on a fini à 9. Et on a construit une petite PME, quoi. Et de fil en aiguille, je dirais de façon empirique, on a découvert les salles des ventes. Et alors moi, les salles des ventes, mais ça a été mon kiff absolu, quoi. Parce que c'était le côté joueur, c'était le côté défi, il fallait gagner. Et moi, j'adore ça, gagner. Donc il y avait et j'étais la seule, j'avais 20 ans, quoi. J'étais la seule nana. C'était un monde d'hommes. Et puis d'hommes, c'est des routiers, hein. Faut y aller. Et il fallait vendre des choses parfois invendables. Il fallait la tchatch pour ça. Ah bah je ne vendais que des choses invendables puisque je n'y connaissais rien, et j'ai acheté ce qu'on appelait les paniers. Donc j'ai acheté de la drouille. Et en fait, la drouille, personne n'en a besoin. Vous avez vous avez déjà tout chez vous. Mais voilà. Et donc, on avait trouvé cette façon de vendre qui consistait à faire des lots. Et quand les gens n'achetaient pas, je sais pas, je vous prends un exemple. On prenait 10 assiettes. On disait, allez, 5 francs, mais 10 assiettes, 5 francs, personne. Et donc, j'avais remarqué dans un type qui faisait ça à Cavaillon que, en fait, quand il cassait, il disait, bon, bah, si vous en voulez pas, je les casse. Et à ce moment-là, ça crée un espèce de traumatisme chez les gens qui disaient, non, mais moi, je vous les prends 3 francs. Mais parfait, madame, je vous les emballe et voilà. Et je vous les donne. Je connais un autre exemple de comédienne qui a arrêté sa carrière pour se lancer, elle, dans les antiquités et au marché suisse. Elle était la vedette d'un feuilleton qui a été culte à la télévision. Jannick Aimé, en 62, Janine Villa, star de la télévision, car le feuilleton passait à 19h45, 52 épisodes avec toute la France qui regardait. Et ben, elle a arrêté sa carrière un an plus tard. Elle est devenue antiquaire au marché suisse. D'accord. Vous voyez, comme quoi. Alors, antiquaire au marché suisse, c'est posé, hein, parce que moi, j'ai été vraiment brocante. Je déballais, je remballais tous les samedis, tous les dimanches. C'est autre chose. C'est les forains, quoi. Voilà. Vous êtes revenu, et vous êtes revenu à la fois avec des films et des courts-métrages. Et je sais que il y a un César des courts-métrages que vous avez remis en 93. Oui, c'était à Bruno Podalides. Exactement. Ouais.
Ouais, absolument. En fait, je suis revenue en 89. Alors après, quand vous parlez des voyages, les voyages, ils viennent après la brocante. Parce que j'ai fait 4 ans de brocante et après, j'ai voyagé pendant 3 ans. Je me suis installée en Italie, j'ai voyagé. Je suis allée effectivement au Guatemala, au Mexique, aux États-Unis, en Chine. Enfin bon, j'ai fait tout un périple. Et quand je suis revenue, j'ai cherché quoi faire. J'ai travaillé au Louvre des Antiquaires parce que là, j'avais un peu de tchatch et de métier. Je parlais 3 langues. Bon, voilà. Et en fait, c'est en me rendant rue du Cherche-Midi pour quelque chose que m'avait demandé la personne pour qui je travaillais, que quelqu'un m'a appelé dans la rue et je me suis retournée et il m'a fait Florence, c'était Besnéard. Voilà, qui vous a remis en scène. Et qui m'a remis le pied à l'étrier. Voilà. Et moi, je me souviens même d'une pièce que vous avez jouée, et je crois que vous avez eu 2 nominations Molière, qui était un tramway nommé Désir à l'Eldorado. Oui, eh ben ça, je le dois aussi à Dominique, puisque Dominique est devenu mon agent. Et en fait, je rêvais de faire du théâtre et j'avais aucune connexion parce que j'ai pas fait d'école de théâtre ou très peu. J'avais donc aucune connexion d'amitié ou par famille ou par ceci. Personne me connaissait dans le théâtre. Donc, j'arrivais pas à mettre le pied dedans. Et c'est en fait un jour Dominique qui, me voyant allaiter mon fils, m'a vu en Stella Kowalski, quoi. Et donc, il a appelé Laura Koffler, qui à l'époque était l'assistante de Philippe Adrien. Et il a dit j'ai Stella Kowalski en face de moi. Voilà. Et très bien. Je l'adore. Et j'ai passé l'audition et je l'ai eu. Et le théâtre était dirigé par Maurice Molina, je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, bah tiens. Qui avait une particularité, il ne regardait jamais les pièces, il était toujours dans le haut, il attendait que ça se passe. Et un jour, il m'a dit, mais le soir de la première, est-ce que ce tramway, des gens vont monter dedans? Voilà. C'est mignon. Et puis, il y a eu aussi la petite... il y a eu la boutique au coin de la rue. Ça, deuxième nomination Molière. Oui. Alors, sur le tramway, c'était pour le second rôle, et pour la boutique, c'était en premier rôle. Ah, ça, c'est un conte de fées, parce qu'en fait, je suis arrivée très, très tard dans la distribution. Visiblement, ils n'arrivaient pas à distribuer le rôle parce que pour des actrices un peu célèbres, c'était trop chorale, la pièce, donc ils n'arrivaient pas à trouver chaussures à leurs pieds. Et je crois que je dois ma place, en tous les cas l'idée qu'on pense à moi, à Françoise Minidré, qui était une casting formidable, qui est toujours d'ailleurs. Mais voilà, et je crois que c'est elle qui a dit mais pourquoi pas Florence Pernel. Et il se trouve que Myriam Fun de Colombie avait vu Un juge est une femme la veille et elle a dit mais oui, quelle bonne idée. Et pareil, j'ai fait la lecture et c'est parti. Et là alors ça a été un conte de fées parce que c'est un succès total. J'ai jamais vu un succès pareil au théâtre. Oui, et ben le juge est une femme, justement, on va en reparler à travers une autre date, le 11 novembre 1993. À tout de suite sur Sud Radio avec Florence Pernel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Florence Pernel. On a parlé de vos débuts au théâtre, au marché Opus. On parlera tout à l'heure de ce téléfilm qu'on va voir au début de l'année et puis de votre tournée théâtrale. Et donc, le 11 novembre 1993, effectivement, démarre cette série à la télévision. Le juge est une femme, et d'ailleurs votre prénom c'est Florence. Oui, c'était Florence, exactement. Florence Larieux, je crois. Voilà. Et c'est un juge d'instruction qui a eu un immense succès, je crois qu'il y a eu 17 épisodes. Moi j'en ai fait 17, oui. Après ça a été repris par Marine Delthèbe, qui alors elle en a fait une centaine. Comment vous êtes arrivée dans cette aventure qui a changé votre carrière? Alors je suis arrivée, j'avais été prise toujours grâce à Françoise Minidré, comme quoi vous voyez. Elle m'avait fait passer le casting d'un film sur le baron Empin qui s'appelait Rapta Crédit, et c'était le merveilleux Pierre Boutron qui était aux manettes et qui après fera 10 juges est une femme. Je lui dois beaucoup à Pierre parce que j'ai beaucoup appris grâce à lui. N'ayant pas de formation, lui c'était un metteur en scène de théâtre, il m'a énormément appris à jouer, à me concentrer, à faire des tas de choses. Et donc je suis prise pour faire une petite journaliste de Libé. On s'entend très très bien avec Pierre et c'était la productrice grandement connue pour son côté très innovateur, c'était Pascale Brugnaut. Oui. Et Pascale Brugnaut, elle développe une série à ce moment-là sur une jeune femme juge d'instruction, toute jeune femme, début. Alors le premier épisode, je me souviens, c'était assez tragique. Son jeune mari, qui était joué par Anthony Delon, avait le sida. Enfin bon, c'était tout un. Ah non, attendez, c'était pas mon mari.
mari, lui, c'était l'accusé. Mon mari, je sais plus qui c'était, mais enfin, il y avait du beau monde dans ce premier juge, parce qu'il y avait Clovis Cornillac, Florence Darel, Alexandra Vandernoot. Frédéric Diffenthal. Non, pas encore. Non, il vient après Frédéric. Et Éric Métayer, enfin, il y avait un monde fou, quoi. Éric Viella, enfin bon, bref. Et donc, je fais ce premier épisode. Le metteur en scène, c'était Serge... j'ai oublié son nom. Enfin voilà, on fait un premier épisode. Et puis, ça plaît beaucoup. À l'époque, TF1 la fiction était dirigée par Claude de Givray. Tout à fait. C'est un homme absolument délicieux. Très, un grand connaisseur de Truffaut, il avait travaillé du cinéma. Avec Truffaut. Il avait travaillé, enfin, grand connaisseur du cinéma. Et on fait un premier épisode. Bon, à l'époque, il n'y avait que les chaînes hertziennes, donc les scores étaient fantastiques. Et ça marche très bien. Et là-dessus, il y a une série qui se met en route. Mais finalement, c'était une série, on en tournait 1 à 2 par an. C'était très calme parce que c'était des 90 minutes, quoi. Et au bout du 3e ou 4e est arrivé, parce que je l'ai persuadé, parce qu'à l'époque, si vous voulez, quand vous faisiez une série, moi j'ai entendu des gens à Armédia, qui était mon agence, oui. J'ai entendu dans mon dos des choses comme Florence Pernel, sa carrière est terminée. Voilà, oui. C'était vraiment la vision qu'on avait quand même à l'époque de la télé. Vous faisiez de la télé, vous étiez mort, c'était rayé, c'était terminé. Et comme c'est vrai, j'avais eu un joli début avec Améris, avec Christophe Kieslowski, sauf que on peut pas dire non plus que ça prenait. Donc moi, ça faisait 1 an que j'avais pas tourné, on me propose ça, enfin 1 an, j'avais fait le Rapta Crédit, on me propose ça et je me dis mais qu'est-ce que je fais ? J'y vais pas. Puis je me dis finalement, je suis comédienne quand je joue, pas quand je suis chez moi à attendre qu'on m'appelle. Donc j'y vais. Et en fait, bien m'en a pris parce que j'ai énormément appris et j'ai notamment beaucoup appris grâce à Pierre qui est venu au bout du 4e ou 5e et c'est là où est arrivé aussi Frédéric Diffenthal et oui, il m'a vraiment appris ce métier, quoi. Donc j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une formation gratuite, je dirais. Et bien payée. Et bien payée, absolument. Et puis voilà, en fait, ce juge est une femme, a plu énormément parce que je crois que le dernier qu'on ait fait, c'était avec Charlotte Bramstrom à la réalisation. Et on avait fait plus de 9 millions 8, quoi. C'était dément. Ça ferait rêver aujourd'hui des directeurs de chaîne. Oui, Audrey Fleurot, elle l'est fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous avez un point commun avec Frédéric Diffenthal. Il a démarré en faisant des spots publicitaires pour les brownies et les lus, oui, je me souviens. Oui. Alors, il se trouve aussi que la série a évolué parce que votre personnage est devenu plus humain. À force de rencontrer des magistrats, vous avez évolué, Florence Pernel, dans cette série. Aussi parce qu'au départ, si vous voulez, l'écriture avait été un peu dure, quoi. Ça se voulait être une femme assez dure. Et puis, naturellement... parce que je pense aussi que j'ai naturellement cette tendance-là, on a glissé vers quelque chose de plus comédie, quoi. Voilà. Et puis quand est arrivé, j'avoue, Frédéric, c'était vraiment un ping-pong d'impro, on se marrait, et puis on inventait en fait nos personnages, cette espèce de jeu de chat et de souris qu'on retrouve à peu près dans tous les duos de télé. Mais voilà, on s'est beaucoup amusé à le créer, quoi. Et il se trouve qu'il y a juste avant vous, quelques années auparavant, il y a quelqu'un de très célèbre qui a été aussi Madame le juge. Simone. Mais j'ai un désordre extraordinaire parce que je me retrouve à travers mon désordre. Simone Signoret, quand même, première juge de la télévision. Oui, magnifique. En fait, il y a eu 5 épisodes. Et ils ont été écrits par Alphonse Boudard, qui connaissait bien le sujet, puisqu'il a été en prison au temps de la délinquance. Et Madame Simone Signoret a toujours dit que c'était un des plus beaux rôles qu'elle avait joué à la télévision. D'accord. Non, mais c'était formidable. Hein. Moi, en plus, j'avais des très, très bonnes histoires. Et puis, en plus, par le fait que ce soit Pierre Boutron, que c'était des choses de qualité... Il y a plein d'acteurs magnifiques qui sont venus. J'ai eu Jacques Perrin, j'ai eu Béatrice Agenin, François Berléand. Il y a plein de pointures, quoi, qui sont venus jouer. C'était super. Voilà. Puis en plus, quand on osait dire que la télévision, on ne prenait pas d'acteurs, faut pas oublier que les premiers à avoir accepté, c'est Daniel Gélin et Micheline Prel dans Les Saintes Chéries. Oui, Les Saintes Chéries. Que personne n'y croyait. Et qu'aujourd'hui, les acteurs, ils sont beaucoup plus présents à la télévision qu'au cinéma. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une offre complètement différente avec les plateformes et que les plateformes deviennent, en fait, tout le monde cherche une série sur une plateforme parce que quand vous voyez, là je suis en train de regarder la série de Giannoli, d'or et de sang et d'argent.
c'est fantastique, quoi. En tant que comédien, vous ne pouvez rêver que de ça, parce qu'on peut développer les séries, les histoires et rentrer dans la complexité des personnages. Et puis, il y a des vrais moyens, quoi. Alors, finalement, vous avez fait 17 épisodes. Vous auriez pu continuer, Florence Pernel? Alors, j'aurais pu continuer, mais si vous voulez, j'ai senti, en fait, j'ai senti vraiment une forme de lassitude. Et je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que je change, parce qu'après, le virage va être trop difficile à prendre, je serais trop vieille, entre guillemets. Et j'ai préféré, si vous voulez, partir en pleine gloire, ce qui a été le cas, parce que vraiment, quand je suis partie, on était au top. Et aussi parce que je me disais, si vous voulez, que voilà, j'en avais fait 17, donc le rôle était un peu répétitif. Pour continuer, on aurait pu creuser le personnage, qu'elle ait des aspérités intimes, etc., chose qu'on n'avait pas vraiment développée, parce qu'on avait surtout développé les intrigues. Et j'ai préféré arrêter d'abord parce que je voulais revenir au théâtre. Ça me manquait. Et parce que je voulais faire d'autres choses, et bien m'en a pris, parce qu'en fait, en arrêtant, j'ai eu mais pendant une décennie des rôles fantastiques, quoi. Que ce soit les Stanford, que ce soit Lagardère, Belle Amie, Si je t'oublie, Sarajevo. Enfin, j'ai eu vraiment Mon amour, etc. J'ai vraiment fait plein de très 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 beaux premiers rôles à la télé. Voilà. Et justement, les Stanford, Maître de l'Orge, c'est une série qui a été un tabac. Son créateur, Jean Van Damme, a mis 20 ans à convaincre une chaîne de télévision à le faire. Je sais, parce que je l'ai rencontré. Et c'est un personnage incroyable. Comme il était directeur chez Philips, il a commencé une BD, Monsieur Magellan, et puis ça a marché. Il a fait 13, Largo Winch, et aujourd'hui, il est un maître de la bande dessinée. Absolument. Et puis, vous avez quand même retrouvé cet univers en devenant Elisabeth Richard, la substitut du procureur itinérante dans Les Crimes. Oui. C'est venu comment, ça? Alors ça, c'est venu par Claude Michel Rome, qui est mais pourquoi je mets tout le monde au passé, c'est affreux, qui est un metteur en scène que j'aime beaucoup, qui est très dans l'action et tout ça, et il avait été contacté par un producteur, Eric Mann, qui venait du cinéma, qui cherchait à faire de la télé, et ils avaient écrit un crime, comme il y avait déjà des meurtres, etc. Et c'est Claude Michel qui leur a dit vous devriez penser à Florence, voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Le rôle de Jean Sac n'était pas choisi, et là pour le coup c'est moi qui ai dit vous devriez penser à Vincent Winterhalter, parce que Vincent il sortait d'une pièce où il avait été formidable, mais il est toujours formidable Vincent de toute façon, qui s'appelait Le type de la tombe d'à côté. Et il faisait un espèce de type rentré, ronchon, etc. Et le personnage de Jean Sac, c'était ça à la base. Et puis évidemment, on s'est entendu, mais comme larron en foire. Et en fait, les personnages d'Elisabeth et de Jean Sac se sont complètement adaptés à nos personnalités et à notre complicité. Voilà. Alors, ça marche très bien sur France 3. À chaque fois, c'est une région. Une fois, vous avez dû bluffer pour Crime à Aigues-Mortes, lorsqu'on vous a proposé de voir des chevaux. Non, c'est que j'ai pas voulu monter. Voilà. Non, tout simplement parce que j'ai eu un accident sur Jalna, quand j'ai fait Jalna. Oui. J'avais déjà menti. Oui. À l'époque, c'était Karl Marx qui faisait le casting. C'était une production de Fabienne Servan-Schreiber, Ciné TV. Et le rôle était fantastique, et surtout le rôle était double. C'est-à-dire que je faisais la mère et la fille. La mère qui était une grande cavalière et la fille qui était une violoniste. Et donc on me propose ça, et évidemment on me dit vous montez à cheval. Je dis oui bien sûr. Oui. Mais vous savez tout faire à cheval. Mais les doigts dans le nez, je sais tout faire. Je saute des obstacles. En fait, non seulement je savais rien faire, mais donc quand on m'a donné le rôle, je suis vite allée prendre des cours pour au moins savoir tenir sur un cheval sans être complètement idiote. Et puis la production me convoque et me dit il y aura quand même quelques sauts à faire. Bon, je dis oui, pas de problème. On va vous entraîner c'était où, à Soissons. Et donc je débarque à Soissons et je sais pas, je tombe sur un jeune homme inexpérimenté qui me met sur un cheval qui ne l'était pas du tout. Et j'avais jamais sauté quand même. Oui. Je savais pas comment un cheval saute et j'y avais pas pensé. Et donc je monte complètement inconsciente. Il est 10h du matin, le cheval il part dans tous les sens et il me fait sauter un tout petit obstacle. Donc je suis le cheval et j'oublie un truc complètement idiot, c'est que le cheval il se relève comme nous quand il a fait un saut, et donc moi j'oublie de me relever.
et boing, je prends l'encolure et je tombe mais raide morte, quoi. Raide morte. Et l'après-midi, j'avais des essais à faire chez Ciné TV et la maquilleuse, elle voit, mais j'avais un œuf de pigeon là. Et je lui dis ne dis rien, je suis tombée à cheval. Donc ça m'a un peu refroidi et depuis, je vous avoue, non, je monte plus, je me fais doubler. Voilà. Et il y a quelqu'un qui avait peur des chevaux, c'est Hergé, le créateur de Tintin. Ah oui. Mais on ne sait pas pourquoi, dès qu'il arrive devant un rat, il devenait blême. Ah. Il n'osait pas avancer. Ah oui, carrément. C'est assez curieux. Ouais, il y a ouais. une phobie des chevaux comme ça. Et puis il y a eu Mes amours, mes emmerdes, ça aussi. Ah oui, mes amis, mes amours, mes emmerdes, merveilleux, ça, merveilleux. Et ça, là aussi, c'est une série de couples. À chaque fois, ce sont des rôles différents pour vous. Ah bah oui, mais c'est ce qu'on veut, hein, en tant que comédien. Plus c'est différent, pas si fréquent. Non, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été gâtée. Cette série qui a fait 4 saisons, à chaque fois on faisait 6 épisodes. En plus, bon voilà, c'était que des potes, quoi. Bernard Yerlès, Bruno Madinier, Stéphane de Groot. Après, et chez les filles, il y avait la merveilleuse Anne Charrier et la toute merveilleuse aussi Élise Tilroy. Bon voilà, quoi, c'était une bande de potes, quoi. C'était vraiment, c'était très jouissif à faire. Et la télévision, ça continue. On va l'évoquer à travers une autre date, le 9 décembre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Florence Pernel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité Florence Pernel, la télévision encore et toujours, puisque le 9 décembre 2023, retour sur le petit écran avec Enquête parallèle. Et là, vous allez jouer Florence Pernel, un personnage tout à fait nouveau pour vous, une journaliste ex-reporter de guerre. Une journaliste, une ancienne reporter de guerre qui en fait s'est rangée des voitures parce que dans son parcours, elle était en Afrique et elle a sauvé une petite fille africaine et elle l'a emmenée avec elle et en fait elle ne l'a jamais quittée, elle l'a adoptée et du coup elle a pris beaucoup moins de risques et elle fait un peu, du coup elle est toujours journaliste mais elle fait un peu les poubelles renversées, quoi, comme on dit, et elle est en binôme avec un jeune homme qui est joué par Jean-Baptiste Chedermine et qui lui est caméraman. Et c'est de nouveau un duo improbable. Et elle pioche beaucoup d'informations parce qu'évidemment, enquête parallèle, c'est-à-dire qu'elle enquête, mais de façon parallèle, puisqu'elle est journaliste, il y a des tas de choses auxquelles elle n'a pas accès, mais il y a aussi des tas de choses où elle s'immisce et où elle trouve, grâce à son métier, sa façon d'intervenir, etc. Et l'autre binôme, c'est avec Mehdi Saoud. Voilà. Ah, il se trouve que les reporters de guerre femmes, il n'y en a pas eu tellement. Non. Il y a eu Martine Laroche-Joubert, pardon, Joubert, ouais. qui est la mère d'Alexia Laroche-Joubert, qui a été témoin de la mort de Mesrine au départ, qui a fait la libération de Nelson Mandela pour la télévision et qui a suivi les révolutions en Libye et au Syrie. C'est-à-dire que c'est une femme qui a fait un livre extraordinaire de mémoire. Donc c'est un peu un modèle pour ce personnage. Oui, c'est un modèle. Après, il faut quand même voir que c'est plus quelque chose à intégrer dans le passé de cette femme, voilà, et qu'elle ne le ressort pas tant que ça, quoi. Mais ça donne, si vous voulez, peut-être le côté un peu téméraire du personnage, le côté qui a peur de rien et qui se fout de tout surtout et qui est sans convention. Voilà. Et qui se retrouve dans une télévision locale, c'est autre chose. C'est ce que je vous dis, elle fait plutôt les poubelles, quoi, les poubelles renversées, elle fait des petits sujets. Et puis un jour, Rosa, donc la fameuse fille adoptive, va découvrir le corps d'un jeune homme au pied du pont des Suscités. Voilà. Et là, c'est un vrai problème. Ben oui, c'est un problème parce que ça joue en miroir avec le fait que Rosa ait été abandonnée et qu'on ne sache pas qui elle est, d'où elle vient, etc. Et pour ce jeune homme qui est en miettes au pied d'un pont très haut, c'est exactement la même chose. On ne sait pas qui il est, on n'arrive pas à trouver par l'ADN, etc. Et donc il y a tout un jeu de miroir avec sa fille qui fait qu'elle veut absolument trouver qui c'était, quoi. Voilà, et ça va l'entraîner. Dans des histoires qu'on va découvrir à l'écran. Alors, ce qui est important aussi, c'est que c'est une histoire policière, mais en même temps, il y a un facteur humain, et ça, c'est quelque chose qui vous touche, parce que la comédienne que vous êtes peut rajouter ce côté facteur humain à l'aventure. Puis je pense aussi que c'est une façon de traiter les histoires, en tous les cas, dans ces programmes comme ça du samedi soir. C'est une façon de
traiter des choses graves avec aussi une forme de légèreté, de comédie, de charme, qui fait que voilà, on n'est peut-être pas réaliste, mais on passe un bon moment. Et cette enquête va vous mener dans l'univers des altermondialistes qu'on connaît peu à la télévision, oui, absolument. Oui. Des écologistes forcenés. Il y a même Ariane Massenet qui joue la patronne de tout ça. Il y a même un rappeur. Oui, voilà, absolument. Jérôme Le Banner. Enfin, il y a des gens formidables parce que la réalisatrice Stéphanie Pilonka, qui est une femme absolument passionnante et qui fait des tas de documentaires sur des souffrances humaines improbables. Là, elle a fait un très beau film qui s'appelle Un invincible été sur Olivier Gay, qui est un homme emprisonné dans son corps par la maladie de Charcot. Voilà, elle s'attelle à des sujets plus grand et en même temps elle offre aux acteurs une liberté et elle a une grande connaissance des acteurs, donc elle amène comme ça un patchwork dans un casting qui est tout à fait intéressant. Et le terme altermondialiste qu'on connaît pas beaucoup encore en France, en fait il vient de la Belgique et il a été introduit dans la francophonie pour mettre en avant le caractère favorable d'une partie du mouvement à une forme de mondialisation qui serait différente de celle qui existe aujourd'hui. D'accord. Donc c'est un terme qui est en pleine évolution. Ouais. Alors il y a aussi cette enquête au cœur de la grande bourgeoisie lyonnaise. Oui, absolument. Parce que le film a été tourné à Lyon. Oui, c'est fait. Et ça va continuer puisqu'on va tourner cet été, on va en tourner 2 autres. Donc c'est le point de départ d'une série. Voilà, c'est le point de départ d'une collection, on va dire, un peu comme les crimes. Voilà. Oui, voilà. Oui. Et là, la bourgeoisie lyonnaise, pourquoi la bourgeoisie lyonnaise ? Parce qu'il se trouve qu'en fait, si je vous le dis, ça va un peu révéler alors on ne dira rien. L'enquête, donc c'est un peu dommage. Non, on va pas le faire. Donc on va rester comme ça et on va dire de regarder le film. Voilà. Et il faut savoir que la bourgeoisie lyonnaise, à l'époque, c'était des commerçants, des aristocrates, des soyeux, non ? Des soyeux qui ont fait fortune au départ et qui sont devenus la grande bourgeoisie lyonnaise. Ouais. Alors, pourtant, pour vous, c'est encore une nouvelle aventure, une aventure très différente, puisque une nouvelle série dans un rôle de journaliste. Oui, je suis contente parce qu'en fait, ça sort, si vous voulez, justement du policier ou de la juge ou de l'avocat ou de la procureure. C'est bien parce qu'encore une fois, ça donne d'autres moyens d'investiguer. Donc mais à chaque fois, c'est un rôle très différent. Il faut se mettre dans la peau du personnage. Oui, mais ça, c'est pareil. Si vous voulez, quand vous créez un personnage, il part beaucoup de vous, le personnage. C'est pas comme quand vous jouez Cécilia Sarkozy ou dans La Conquête. Là, je suis vraiment... bien sûr que c'est ma Cécilia à moi. Oui. Et c'est ce que j'en ai fait moi. Mais j'ai un modèle. Et l'idée, c'est qu'il ne faut pas l'imiter. Il faut l'incarner. Il faut que je cherche en moi ce qu'il y a de Cécilia. Vous voyez, donc là, c'est tout un travail complètement différent que j'avais fait d'ailleurs avec une coach formidable qui s'appelle Juliette Coulon. Mais là, quand on vous propose comme ça une série, on vient aussi vous chercher parce que c'est vous. Et donc, on vient chercher votre côté comédie, le peps, le côté vivant, le côté malin, rapide. C'est ça qu'on vient chercher aussi. Vous vous rendez compte du privilège que vous avez de passer Énorme. du juge à une journaliste et que ça continue comme ça avec des séries? Ah, mais je me rends compte que j'ai une chance folle. En même temps, c'est disons que c'est un chemin que j'ai construit. Donc, je suis pas sûre que tout soit dû à la chance. Voilà. Non, je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail et il y a aussi le fait que petit à petit, c'est un millefeuille une vie et un chemin professionnel, c'est un millefeuille. C'est-à-dire que vous rajoutez des étages à votre expérience, à votre vécu. Et ce qu'il y a de bien en tant que comédien, c'est que finalement, plus vous vieillissez, même si c'est compliqué, parce que je déteste, moi, les gens qui disent que vieillir, c'est formidable. Enfin, je déteste pas ces gens-là, pardon. Je ne déteste personne, mais c'est le côté, l'idée. Voilà. Non, vieillir, c'est pas formidable. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que on s'enrichit. Et que quand vous êtes comédien, finalement, le plus vous êtes riche intérieurement et le plus vous pouvez aller piquer à l'intérieur de vous des sentiments, des sensations, des vécus, des colères, des joies, voilà. Et donc le panier s'enrichit, quoi. Et ça c'est formidable. Et c'est pour ça que, si vous voulez, j'alterne le plus possible
entre la télé, parce que je fais surtout de la télé maintenant, et le théâtre. Parce que le théâtre me vertige. Le théâtre me vertige dans le sens m'emporte. Parce que c'est beaucoup plus fort, parce que le rapport avec le public chaque soir est différent, parce que vous êtes à poil sur une scène. C'est vous, quoi. C'est votre peau, c'est votre voix, c'est votre sang, c'est votre rythme cardiaque, c'est vous. L'image n'est pas là pour vous enjoliver ou pour parler à votre place. Et puis le public qui vous voit au théâtre n'est pas forcément celui qui vous a vu dans la Non, à la mais télévision. oui, en même temps, parce que je vois beaucoup de gens, notamment quand je fais des tournées, je vois que beaucoup de gens qui m'ont vu à la télé viennent au théâtre pour me voir, quoi, pour voir sans doute la personne en vrai, quoi. Il y a ce rapport-là. Et le don de soi est total au théâtre. Alors justement, quand on dit que vous êtes une privilégiée, et effectivement, on ne vieillit pas, on mûrit, Ouais. et c'est une réponse au jeunisme, il y a 2 pièces que vous allez faire en tournée Ouais. en 2024. D'abord le 8e siècle que vous avez créé Alors à Paris. le 8e ciel que j'ai joué d'après un texte de Jean-Philippe Daguerre qui avait fait Adieu Monsieur Hoffman, et j'ai joué avec des acteurs mais tellement formidables que j'en profite pour les citer. Il y a Bernard Malaca, Charlotte Mazeneff, Marc Simitiaki, Antoine Guiraud et Tanguy Vrigno, c'était vraiment une équipe exceptionnelle. Des gens de grand talent, de grande générosité avec qui c'était un bonheur de jouer chaque soir. Donc on a joué au Théâtre La Bruyère et on va partir en tournée à partir de septembre 24 dans la France, Belgique, voilà. Donc je crois que la tournée s'annonce prospère. Et il y a eu le jour du kiwi. Et le jour du kiwi, voilà, je l'avais fait l'hiver dernier. Pareil, gros succès. Et là, alors, il y a une énorme tournée de 73 dates. Et on commence le 7 janvier jusqu'au 22 avril. Vous arrivez à vous y retrouver entre les tournages Ouais. C'est une question d'organisation. Je m'organise. Moi, je me souviens du jour du kiwi, j'avais vu la pièce et à la fin, j'avais vu Gérard Jugnot qui m'avait dit je ne m'attendais pas à un tel succès. Oui. Il arrêtait pensant que ça marcherait moyennement. Oui, puis je crois qu'il avait aussi un problème d'agenda. Il avait des films à tourner. Et surtout, il s'était dit... 4 mois, voilà, ça ira vite. Mais je pense, effectivement, personne s'attendait à ce succès et ça a été colossal. Oui. Alors, Jugnot, qui est un personnage attendrissant, une chose que m'ont raconté ses copains du Splendide, il lui faisait des farces quand il débutait, il était un peu radin. Et un soir, il l'est plus, hein. Non, mais il l'était à l'époque, Ah ouais. il a changé. Et il se trouve qu'à l'époque, ils sont chez des copains la nuit, à la campagne, et ils s'amusent tous à mettre des bas noirs sur la tête et à rentrer avec des faux pistolets dans la chambre, réveiller Jugnot. Mais non. Pour lui faire une blague. Et Jugnot se lève, elle lève les bras et dit « Vous pouvez tout prendre les gars, je suis pas chez moi ». Elle est bonne. Hein. Elle est authentique. Alors, ça veut dire qu'entre le théâtre, la télévision, comment on s'organise justement? Parce qu'on a une vie de famille, c'est pas simple du tout. Oh ben non, si, c'est l'organisation, vous savez, c'est ce qui permet prévoir, c'est gouverner, hein, comme Oui. disait l'autre. Donc il suffit de planifier. Bon, après parfois, il y a des choses qui s'entremêlent. Là, j'espère qu'au milieu de tout ça, je vais réussir à faire le premier film d'Hélène Médig, qui est une personne qui m'est chère, qui est à la fois une comédienne, une réalisatrice, et qui fait un film sur l'autisme. Et c'est Nord-Ouest qui produit. Et j'espère que je vais arriver à me glisser entre les tournées et les téléfilms. Il y a un rôle aussi qui est un rôle d'actualité que vous avez joué, c'est le rôle d'un proviseur dans l'école de la vie. Oui. Ça aussi, on ne peut pas faire plus actuel. Oui, puis c'était super. C'était réalisé par Slimane Baptiste et produit par la production de Nagui. C'était extra à faire. Vraiment, je regrette qu'on n'ait pas fait une 3e saison parce que c'était passionnant. Et puis moi, j'adore le rapport avec les jeunes gens. C'est mon côté maman. Il y a quelque temps, j'avais enseigné dans un cours de théâtre et j'adore ça. C'est presque dommage que j'ai pas assez de temps parce que je le referai volontiers. J'adore le rapport avec les tout jeunes adultes qui s'ouvrent à la vie et qui s'ouvrent à leurs désirs. Et là, je dois dire que j'étais gâtée dans l'école de la vie parce qu'il y avait un casting formidable de jeunes gens. Et vous êtes aussi une enfant dans votre tête pour être aussi passionnée par tout ce que vous faites. Le prochain rendez-vous, donc, c'est le 6 janvier 2024 avec cette enquête parallèle, premier épisode. La tournée du Kiwi. Le 7 janvier. Ouais, 7 janvier.
confirmé. Ça commence à Enghien. Voilà. Et puis ensuite la tournée. La tournée les tournages de Enquête parallèle, on va en faire 2. Et ensuite, la tournée. Oui, voilà. Bon, c'est une année chargée. On vous souhaite par avance une bonne année et je sais qu'elle sera excellente. Merci Florence Pernel. Continuez ainsi parce que vous êtes un exemple à suivre dans la réussite et le travail. Merci Jacques. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.